Buongiorno. Dans 3 jours, à l'heure où je m'enregistre, c'est le retour in casa Juve du championnat et du football. Et je m'étais donc dit, pourquoi pas finalement revenir un peu sur Tudor et ses idées, ce qu'il a voulu mettre en place lors des 9 derniers matchs. Bon, je n'ai pas trop compté la Coupe du Monde des clubs. Non, mais bon, je donnerai quand même un petit mot dessus. Et voilà, voir finalement ce qui a été bien fait, enfin même de base ce qu'il propose, ce qui a été bien fait, ce qui a été mal fait, ce qu'on pourrait améliorer, etc. Même au niveau des joueurs. Donc voilà, une petite vidéo un peu tranquille de la rentrée, un peu chill. Bon, toujours aussi longue, hein, parce que bon, vous connaissez mon amour pour les longs formats. Donc normalement on est parti pour 1h10, 1h20, voire 1h30. Quand même toujours assez long, mais écoutez, la tactique ça prend du temps, hein, ça ne s'analyse pas en 5 minutes, j'aimerais bien, mais c'est malheureusement pas possible. Donc voilà, installez-vous, évidemment, prenez des chips, évidemment, très intéressant, du coca, enfin bref, voilà, installez-vous confortablement, parce que nous, on est directement parti. Et d'abord, revenons un peu sur ce choix, hein, pourquoi Igor Tudor et pourquoi finalement il a re-signé, hein. De toute façon, toujours un peu de contexte, ça me semble important. Parce qu'on le rappelle, à la base, quand il n'avait signé que pour les 4 mois, plus éventuellement une année en option si il qualifiait l'équipe en Ligue des Champions. Mais voilà, malgré l'objectif atteint la dernière journée après ce match contre Venise, bon, globalement, tout portait à croire qu'il allait partir et voilà, qu'on allait lui dire merci pour les bons services, mais que Conte allait revenir. Sauf que, au final, Conte nous a mis dans le cul et Gasperini aussi. Du coup, étant donné que personne voulait venir, on s'est retrouvé un peu, enfin la direction surtout s'est retrouvée un peu comme une conne à se dire bon, finalement on va peut-être le garder. Et au final, c'est ce qui a été fait. Donc il a signé jusqu'en 2027. Et personnellement, je trouve que c'est un bon choix. Alors peut-être pas le choix idéal, rêvé ou tout ce que vous voulez. Néanmoins, faute de mieux, entre guillemets, c'est déjà pas mal. Voilà. Parce que bon, c'est quand même quelqu'un qui connaît la maison, qui a fait ses 9 matchs, donc qui a déjà une idée globale de ce qu'il faut faire quand il est au club là actuellement. Il sait exactement sur quoi travailler, etc. Donc, voilà, plutôt que reprendre quelqu'un qui savait pas trop comment, ou prendre un entraîneur étranger qui aurait dû s'acclimater, etc. Une solution, il paraît un peu une solution de facilité, mais bon, moi je vous cache pas que c'est déjà quelqu'un que je voulais après sa première saison à Marseille qui me paraissait extrêmement bonne et très prometteuse, malgré des failles assez présentes. Voilà, bon, on se rappelle cette élimination en coupe face à Nancy, etc. Cette fin de saison un peu compliquée. Mais voilà, ça reste quand même un enfant du club, quelqu'un qui nous aime et qui serait prêt à tout pour nous, qui est dans... Pour lui, évidemment, c'est son opportunité. Je pense que voilà, il n'aura jamais une autre chance. Donc je pense qu'il est prêt aussi à tout donner. Alors bon, évidemment, ça n'a rien de factuel ou quoi. C'est beaucoup plus sur du relation et du passionnel. Mais je pense que ça compte aussi, un rapport avec les tifosos, tout ça. Les tifosi, pardon. Donc voilà, je peux comprendre que ce choix pourra et fera toujours débat, évidemment. Et on en reparlera dans le bilan. Néanmoins, voilà, actuellement il est là, donc voilà, on va évidemment le soutenir, hein, on sera derrière lui, voilà, jusqu'à qu'il se fasse virer. Voilà, évidemment, s'il y a des failles, voilà, on le remerciera, hein, pas d'insulte envers sa personne quand même, on respecte un peu le joueur qu'il a été, et l'homme encore, parce que bon, faire 1000 km en voiture et 10 heures de voiture pour nous, voilà, je pense que peu de monde l'aurait fait, donc voilà. Donc maintenant qu'il est là, finalement, voyons un peu ce qu'il a essayé de mettre en place, c'est le plus important. Alors, vous le savez, Tudor, son schéma préférentiel, c'est le 3-4-2-1. Bon, parfois mélangé en 3-4-1-2, mais grosso modo, c'est la même chose. Peut-être un point un peu débattable. Peut-être un manque d'adaptabilité tactique. On y reviendra dans le bilan. Donc, globalement, quand il est arrivé, c'est le système qu'il a directement mis en place, hein, même premier match. Bon, globalement, dans cette analyse, on se concentrera globalement presque exclusivement sur le match contre la Roma, parce que je considère à titre personnel que c'est les meilleures 25-30 minutes de la saison d'assez long, avec une stat notamment assez folle. Et je pense que c'est là où ça encapsule un peu l'idée globale de ce qu'a essayé de mettre en place pour l'instant Tudor. Et je pense qu'il s'est appuyé notamment sur ce match-là pour parler justement à ces gars et voir ce qu'ils voulaient mettre en place. Et je pense que c'est ce qui résume
le mieux finalement. Qu'est-ce que veut faire Igor Tudor? Qui est même Igor Tudor dans la vraie? Voilà. Alors bon, évidemment, le plus important, c'est cette défense à 3. Voilà. Quelque chose qui globalement est toujours actuellement de mode, hein, voilà, parce que bon, même si la plupart des équipes jouent à 4, dans leur schéma, l'animation est à 3 défenseurs, et notre animation aussi. Excusez-moi. Une animation à 3 défenseurs qui sont extrêmement importants, notamment parce que du coup on a au milieu le premier relanceur, hein, le type qui va du coup distribuer du jeu à gauche, à droite, essayer notamment d'aller trouver dans l'axe ou des renversements. Voilà, pour finalement être cette première rampe de lancement et notamment aller chercher beaucoup de jeux directs. On y reviendra. Et également les deux joueurs du coup de côté qui se projettent énormément. On a beaucoup de dédoublements notamment et beaucoup voilà, nos joueurs nos défenseurs de côté qui montent énormément, notamment pour les proposer une solution et centrer. C'est quelque chose que on a beaucoup vu notamment sur ce match et même là dans la préparation qu'on a vu cet été et tout ça. Et c'est quelque chose qu'il aime beaucoup s'appuyer, les centres et voilà, les longs ballons et du jeu toujours direct. Voilà. On a aussi également dans un système à 3 le plus important théoriquement, ce sont les pistons. Or, c'est étonnamment les joueurs, je trouve, sur lesquels il s'appuie le moins. Ce qui peut paraître assez étonnant, mais et c'est quelque chose pourtant qu'il utilisait beaucoup, notamment quand il était du côté de Vérone. Avec, vous savez, des ailiers faux pieds, donc des droitiers à gauche et des gauchers à droite. Or, ça n'a pas été trop le cas, je trouve, pendant... sur les matchs qu'on a vus. Je trouve que alors à part avec Alberto Costa, sur le pot de match qu'il a joué, je trouve que justement les Pistons, c'est pas, pour l'instant, les joueurs qui m'ont le plus frappé, vous voyez. Bon, après, Cambiasso, là, revient pour l'instant sur la prépa en très grande forme. Et après, c'est un joueur un peu particulier parce qu'il peut globalement tout faire. Donc, effectivement, un joueur un peu couteau suisse comme ça ajoute beaucoup plus de polyvalence tactique. Mais c'est pas un joueur que c'est pas quelqu'un que je peux compter comme fixe, entre guillemets, et qu'on a aux deux postes, vous voyez. On n'a pas deux mecs aussi forts que lui sur les côtés et qui déboulent et proposent absolument toutes les solutions possibles. Donc, voilà, il y a peut-être un peu de nuance à apporter à ce jeu sur les côtés. Voilà. Après, on a un milieu de terrain toujours à deux faces avec un joueur plus à la construction du jeu et assez bas et un joueur de projection avec Thuram qui propose toujours des appels et qui fait que des courses en avant comme un dératé, chose que j'adore. Voilà, et pour moi justement les plus importants et surtout dans notre schéma actuel, c'est les 2-10 et surtout lui. Ne vous inquiétez pas, on en reviendra beaucoup plus en fin de vidéo. Hein. Donc voilà, et un neuf qui participe aussi beaucoup à la construction du jeu. Hein. On parlera de Jonathan David beaucoup plus tard. Mais globalement, voilà à peu près l'idée globale derrière cette composition. Voilà. Une volonté finalement un peu d'asphyxier avec... voilà. Si on pouvait globalement schématiser, on a quasiment 4 joueurs d'un côté et 2 dans l'axe. Globalement, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais pour schématiser globalement, là, on a quand même une volonté de passer beaucoup par les côtés et moins par le centre. Ce qui, en match, étonnamment, se voit un peu moins. Bon, ici, ça a beaucoup se voir parce que finalement, le point fort de cette équipe, qui est cet axe-là, dont on reparlera un peu plus tard, donc l'axe Thuram, ils disent, est utilisé que un peu plus tard dans les matchs. C'est qu'à partir réellement du troisième, on a commencé à avoir son implosion, etc. Donc je n'en parlerai que plus tard. Bien. Donc ça, finalement, c'est la base. Voilà. Et en match, ça se vérifie très bien. Voilà. Vous avez ici donc cette ligne de 3 ici, les deux milieux, les deux pistons, les deux 10 et le 9 qui est du coup plus loin là-bas. Donc finalement, c'est un schéma assez fixe, vous voyez, dans son idée. C'est pas un module qui va changer, d'un coup on va passer à 4, ou etc. Non, on est vraiment sur cette idée-là, et en passant par du jeu direct, Tudor pense faire la différence, et justement en amenant de la vitesse là-dedans, pardon, voilà, et en débordant justement l'adversaire, en créant des espaces grâce à la qualité technique de nos joueurs, Tudor justement pense faire
et créer la différence du décalage et marquer comme ça, globalement. Voilà. Donc ça, finalement, c'est l'organisation de base de cette équipe. Voilà, et vous voyez que ici, en tant que premier relanceur, on a Vega, qui sera du coup Bremer cette saison, et qui, globalement, va avoir 3-4 choix maximum, enfin 5 en tout si on compte, avec généralement la passe vers Locatelli qui est du coup le maître à jouer, soit une passe vers les deux centraux là, soit une passe en arrière, soit un espèce de long dégagement qui pourra aller toucher un renversement de jeu. Globalement, l'idée de base s'articule comme ça. Bon. L'idée tout d'or, bon, vous les connaissez aussi, c'est du pressing, de l'intensité. Voilà. Ici, voilà, c'est à peine la 5e seconde de jeu. Ça a été un long ballon en avant de Locatelli qui a atterri sur la tête de Cristante, si je ne m'abuse. Et tout de suite, voilà, vous avez Yildiz qui court comme un dératé pour aller récupérer une balle. Bon, ça, c'est des piliers fondamentaux que tout le monde connaît. Voilà, mais c'est quand même important de les rappeler. Voilà. Et toujours, évidemment, une certaine agressivité. Peut-être qu'il s'est un peu trop vu, même si je ne mettrais pas ça sur le dos de Tudor. Les deux cartons rouges qu'on a pris contre Monza et contre la Lazio, je pense que là, c'est beaucoup plus les joueurs qui ont pété un plomb qu'autre chose. Donc voilà pour ça. Alors, le premier truc que j'ai envie de parler, c'est ce fameux jeu offensif, jeu vers l'avant, et vous allez voir que je vais globalement toutes mes palettes vont être de ce style-là. Enfin, la plupart des actions vont, entre guillemets, un peu se ressembler, mais je trouve que c'est important de vous le montrer à quel point voilà, il y a cette idée continue d'agresser, de proposer un peu toujours les mêmes choses tout en décalant. Donc là, on est dans une situation très simple. Vous voyez, le match se suit. Hein. Ah oui, pardon. Je vais me mettre un peu, je vais me mettre de l'autre côté, vous verrez le temps. Et hop, tac. Ce sera un peu mieux. Là, on est à la 20e seconde. On était à la 17 et la 5e avant. Et là, on a du coup Kalulu dans une situation globalement normale, de construction basse, hein, comme d'habitude. Et il a déjà plusieurs choix. Chose très intéressante parce qu'il y a du coup des joueurs qui proposent des solutions directement pour justement avoir ce jeu direct. Voilà. Donc ici, Kalulu, il peut soit la mettre à Locatelli, qui là du coup serait face à un joueur pressé, donc là c'est Cristante qui vient, mais effectivement en tant que théoriquement maître à jouer, il peut faire un geste technique pour essayer justement de dégager son vis-à-vis et du coup s'ouvrir le jeu et avoir beaucoup plus de possibilités. C'est une première chose. Il peut la donner ici à McKennie qui propose déjà, et vous voyez que là, alors, je crois que c'est Zalewski ou André Lino, désolé, je sais plus, qui du coup essaye de faire le 1 contre 1 sur McKennie, mais il est déjà loin, donc il a largement le temps ici de contrôler et de refaire une passe, ou bien passer à Vega pour retenter et jouer vers la gauche, voire même directement la donner à une fameuse skip pass, hein, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est un concept que voilà, Willou a utilisé, et notamment Edin Terzic dans le match contre le PSG et contre Dortmund en demi-finale de Ligue des Champions retour. Là, il part de skip pass, donc en gros, on saute le central et on va directement à l'autre et on gagne du temps. Enfin, bon, après, il peut aussi jouer en arrière, voilà, mais vous voyez que globalement, il y a beaucoup de solutions qui s'offrent à lui. Mais justement, le but, c'est d'aller vite. Donc, effectivement, faire comme ça pourrait permettre un renversement de jeu. Mais en même temps, pardon, on perdrait du temps. Donc, ce qui va être choisi ici, c'est un circuit de passe avec McKennie et Nico qui a proposé sa solution ici et qui, vous voyez, justement, il revient là. Il fait cette course-là pour justement, au cas où, reproposer un appel. Bon, d'ailleurs, il pourrait même théoriquement tenter la passe ici, mais ouais, c'est suicidaire, mais vous avez compris l'idée. Justement. Donc ici, il passe à McKennie. McKennie qui, du coup, ici joue directement. Il n'y a pas de... il contrôle pas. Hein, c'est Kalulu lui passe. Et McKennie directement ici sur Nico entre les deux. Ce qui va être fait. Tac. Et Nico, du coup, a le temps de se retourner et aller chercher, du coup, Vlahovic. Et le 9, en fait, aura, du coup, un rôle assez important ici. Vous voyez ? Parce que, du coup... il a besoin d'un 9 qui décroche et qui participe au jeu pour ça. D'où je pense que finalement, après réflexion, Jonathan David sera extrêmement important pour ça. Du coup, là, Nico, il peut faire la passe ici pour Vlahovic.
qui peut aller du coup provoquer son vis-à-vis, accélérer et ou alors éventuellement temporiser vite fait, aller chercher un renversement sur le côté ou aller chercher son 10. Enfin, voilà. Il y a plusieurs possibilités ici qui s'offrent à nous. Parce que du coup, si c'est Wea, du coup c'est le piston gauche qui se propose là. Et c'est important parce que du coup, il faut toujours avoir quand même au moins 2 à 3 solutions, notamment ici, quand on attaque rapidement. C'est toujours mieux, évidemment. Toujours, plus on a d'arc son flèche, mieux c'est finalement. Donc, voilà, c'est ce qui va être... Ah oui, non. Attendez. Tac. Oui, ok. Pardon, je me suis foiré. Je pensais qu'il l'a joué direct. Mais en fait, il aurait pu. C'est vrai, il aurait pu, mais comme Nico Gonzalez c'était un joueur de merde, finalement... Voilà. En fait, on va avoir un circuit inverse, c'est-à-dire qu'on va revenir en arrière, perdre du temps, alors que justement, oui, il y a Lovic qui l'a demandé là, il se demande, mais gros, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous voyez? Ce qui, vous voyez un peu finalement les pertes de temps qu'on peut avoir à cause de joueurs comme ça, hein, ce qui peut poser problème. Donc, McKennie pour Locatelli pour du coup, ici, faire la passe risquée, hein, parce que bon, il y a peu d'espace entre les deux, hein, entre Vlahovic et... Enfin, entre Andrelino et Cristante, oui, c'est ça. Donc, il va faire la passe ici pour Vlahovic, qui la demande toujours. Hein. Bon, après, voilà, Vlahovic va essayer de contrôler. Et vous avez directement, ici, du coup, Nico et McKennie qui vont proposer des solutions, évite de sprinter comme des dératés en avant, pour... Tu jeu direct, bien joué. Oui, voilà, globalement, hein, vous avez l'habitude même. Bon, après, voilà, Vlahovic va faire un contrôle dégueulasse et la repasser ici à Locatelli. Mais avec un meilleur neuf qui prendrait la balle de meilleure manière, on aurait pu globalement beaucoup mieux avancer. Voilà, parce que du coup, Locatelli se retrouve ici. Et on se retrouve dans une nouvelle phase de jeu. Voilà. Globalement, c'est ça. Voilà, et donc, vous voyez, il y a quoi? Il y a 9 secondes. En 9 secondes, voilà, on a fait une, donc 2, 3, 4. En 4 passes, on s'est retrouvé du coup dans la moitié de camp adverse à 2 doigts d'amorcer un contre hyper dangereux. Et vu qu'on a les joueurs qui ont la qualité technique suffisante pour faire ça, bah justement c'est normal que ce soit un schéma qui va être beaucoup appliqué tout au long du match. Voilà. Bon, ici c'était juste pour redire sur quelque chose que faisait beaucoup, notamment Mota, c'est-à-dire voilà, un joueur qui prend la place de l'autre, Locatelli et Kalulu, qui inversent leur rôle quand Kalulu monte, Locatelli descend, etc., les fameuses permutations. Et là, globalement, c'est toujours encore un peu du jeu direct. Hein, voilà. Locatelli qui va aller chercher Kalulu ici, qui revient de son effort, et Kalulu qui repart direct à l'action, hein, il n'y a pas de temps. Et du coup, voilà, il va aller trouver ici McKennie, et Tudor lui dit direct, hein, voilà, avec son doigt là, voilà, va chercher directement, il lui dit ça. Ouais, c'est ce qu'il pointe du doigt. Et donc voilà, il va chercher McKennie, et Kalulu continue son effort avec McKennie qui va la remettre justement intelligemment ici, et Kalulu qui, par ailleurs, la remet directement à Vlahovic qui, encore une fois, s'était proposé et qui est là. Bon, encore un contrôle dégueulasse. Mais moi, c'est pour ça que j'avais pas trop compris les critiques envers Vlahovic sur ce match-là, parce que je trouvais que, certes, il y avait un peu de déchets, mais au moins, il participait, il proposait des solutions, au moins en tant que neuf et dans le jeu. Ce qui est plutôt pas mal, hein, voilà, pour un mec qui faisait plus ça depuis 2 ans. Et bref. Bon. Là, globalement, globalement, c'est ce qu'on va retrouver, ce que je vais vous montrer globalement dans la suite de l'analyse, qui est très important. Bon, ensuite, on a du coup le rôle de central gauche, hein, parce que, effectivement, je vous ai parlé du coup de projections très très fusantes, notamment des 2 centraux gauche et droit, et du coup, là, c'est notamment Kelly qui, pendant tous les matchs de Soutudor jusqu'à présent, a été justement celui qui proposait le plus. Kalulu, un tout petit peu moins. Même si par match il y en a 2-3, hein. Mais Kelly c'est très souvent qui justement propose cette solution. Donc ici ouais, il va s'appuyer sur Weah, il va choper la balle et il va proposer une course justement vers l'avant. Voilà. Tout de suite, hein, vous le voyez dans son footing, hein, et dans son. Voilà, il propose directement la course vers l'avant. Même si ici dans l'idée c'est pas tout de suite ce qui va être fait. Hein.
Là, on a une ligne assez haute et un peu dangereuse, hein, vous le remarquez. Hein, voilà, on a 5 joueurs ici, dont nos deux milieux, hein, avec du coup nos deux d'ici et plus personne là, qui pourrait éventuellement poser problématique. Mais bon, pas l'abri d'avoir seulement de jeu là. Voilà. Et donc, ici, ce qui va être choisi, c'est Kelly qui va du coup faire une course de dératé pour se trouver tout au fond là-bas. Ah oui, mais du coup, c'est là où je suis. Bon, juste en dessous de moi, hein, globalement. Et ici, du coup, on a... c'est Wea, du coup, qui va refaire la passe ici. On va revenir un peu en arrière sur Thuram et sur Vega. Et Vega va justement envoyer un long ballon et une longue saucisse vers Kelly. Voilà. Donc, on a également aussi... pour proposer du jeu direct, pas seulement passer par des circuits de passe qui seraient uniquement du jeu un peu à 2 ou à 3 et en triangle sur les côtés. Donc globalement du jeu qui serait uniquement ici. Non, ça c'est un carré. Vous avez compris l'idée. Ou ici. Non, on peut aussi allonger et aller chercher justement des joueurs qui sont montés. Et du coup, ces centraux qui sont extrêmement intéressants. Alors, même si cette tactique peut avoir un peu de faille, notamment sur la taille, parce que par exemple, ça c'est quelque chose sur lequel Kalulu pourrait pas trop faire, hein, parce que je crois qu'il fait 1m74 ou 76, je crois, qui est un peu petit hein, en tant que central. Bon, après, globalement, ça n'empêche pas qu'il y a des joueurs il y a des centraux qui aient cette taille-là, qui n'ont pas approché de devenir les meilleurs de tous les temps. Hein. Mais voilà, éventuellement, ça c'est un axe qu'on peut développer et nos deux centraux gauche que seront du coup Cabal et Kelly ont tous les deux cette capacité-là, ce qui peut être du coup intéressant et amener de la variété. Bon, après là, l'action mènera à rien, mais vous avez un peu compris l'idée. Et donc là, là c'est pareil, on a ce rôle de permutation, de course vers l'avant, ici toujours du central, ici du coup Kalulu avec Nico, du coup qui va proposer, qui va du coup lui passer là, qui lui va faire la course ici pour après justement aller centrer. Voilà. Il y a quand même, voilà. Mais il y a quand même du coup le piston droit qui est ici, mais il a pas trop, s'il sert McKennie là, il a pas trop de solutions, à part tenter un centre direct un peu dégueulasse. D'où le fait que vous voyez Kalulu ici, il est déjà en train de courir. Et d'amorcer sa course justement pour aller proposer une solution, ce qui sera évidemment fait. Voilà. Ici, du coup, vous avez Nico qui a temporisé. Et au lieu de servir McKennie, voilà, il y a Kalulu qui, du coup, a fait un sprint de 15 mètres, justement, pour aller recevoir cette passe ici dans l'intervalle. Voilà. Et du coup, aller centrer, même si là, ça donne rien. Mais voilà, on a cette volonté d'agresser et des centraux qui sont extrêmement énergétiques et qui sont au moins remplacés, du coup, par nos milieux pour, du coup, faire le nombre derrière. Ah, ça, c'est globalement le truc le plus important. Bon, ça, c'est juste pour parler vite fait de Yildiz et du rôle de 10. Parce que, bon, globalement, les 10 seront toujours quasiment trouvés au cœur du jeu. Bon, notamment Yildiz et surtout dans la Coupe du Monde des clubs et cette fin de saison, la Coupe du Monde des clubs. Voilà, parce que, bon, c'est notre meilleur joueur et notre joueur un peu à tout faire. Et du coup, bon, ici, voilà. Après, c'était sa seule action du match, hein, globalement, ici, voilà, Locatelli va lui passer le ballon, il va aller essayer de dribbler, mais il va s'enfermer, malheureusement, et ça va rien donner. Mais voilà, bon, on sait qu'aujourd'hui, il est totalement en phase avec ce système, et à quel point il est fort, de toute façon, on reviendra beaucoup plus en détail sur ça bien plus tard. Voilà. Donc, un autre truc que je voulais étayer, c'est la taille, et à quel point je trouve que c'est un truc important, c'est-à-dire récupérer des ballons sur des dégagements notamment pour justement avoir de la taille, avoir des sentinelles un peu, notamment sur les côtés et au milieu. Ça permet d'avoir justement un avantage comparé aux adversaires. Là, si vous avez des joueurs qui font entre 1m90 et 17, pour récupérer des ballons hauts, c'est très pratique et du coup ça vous offre des moyens beaucoup plus rapides d'accéder à des récupérations, ce genre de choses. Du coup, c'était pour ça que Wea était bien, parce que je crois qu'il fait 1m87, 88. Et du coup, c'est ici ce qui va se passer avec une remise de la tête pour Thuram, qui est aussi voilà, une tour de contrôle, une immense girouette. Alors, même si c'est pas le bon terme, parce qu'une girouette, c'est pas très grand. Une immense. Une grue non plus. Ouais, une grue plutôt. Voilà. Moi, ça fait un animal et un outil de chantier, donc voilà. Ouais, une immense tour de contrôle, c'est mieux aussi.
Donc voilà, et qui peut justement récupérer des longs ballons, des hauts ballons comme ça, et c'est très bien parce que du coup, ça peut éviter de se prendre des contres et des transitions de manière rapide. D'ailleurs, on a ici le 10 qui fait calma calma. Voilà, on en vient de récupérer le ballon. Quelque chose aussi sur lequel on va revenir, cette espèce de... Faut pas trop tout le temps non plus attaquer, parce que bon, au bout d'un moment, ça devient peut-être un peu trop répétitif. Il faut aussi savoir poser le jeu par moment, voilà, essayer de récupérer des forces, essayer de passer également par d'autres phases de jeu pour essayer de marquer, proposer du danger. Pas que se reposer sur du jeu direct, parce qu'au bout d'un moment, les adversaires comprennent aussi, et du coup, c'est beaucoup plus facile d'intercepter, de mettre un joueur, etc. Donc voilà, c'est peut-être aussi quelque chose qui serait à travailler. Bon voilà, Thuram du coup avec ses grandes pattes, il peut proposer toujours des solutions. Voilà, ici avec Locatelli qui va directement lui remettre quand il aura contrôlé. Enfin bref. Non, enfin même pas. Non, c'est toujours du jeu direct sur une récupération, oui. Du coup Nico, du jeu en triangle ici pour aller récupérer Thuram. Quelque chose qui sera du coup beaucoup pardon, mieux fait à l'avenir et dès le prochain match. Bref. Bon, voilà, toujours évidemment du jeu comme ça, vers l'avant. Je sais que je vous ai déjà parlé des doublements sur le côté. Enfin, bref, avec toujours un 9 évidemment disponible, etc. Vous avez compris. Ah, phase de jeu différente, c'est-à-dire, parce que je vous ai parlé des dégagements longs, et c'est quelque chose qu'on peut faire, pas que d'un central à un autre pour aller le chercher s'il est beaucoup plus loin, mais pour également, éventuellement, avec des joueurs et un 9 de taille devant, aller chercher, comme un peu essayer de faire Mota, du jeu en déviation, avec un 9. Surtout qu'on a un gardien avec une très bonne qualité de pied en la présence de Di Guerrero, et aussi en très bonne qualité d'arrêt. Ça change pas. Et c'est ici ce qui va être choisi. Étonnamment, ici, c'est Yildiz qui va prendre le ballon, contrôle de la poitrine, qui va faire la passe à Nico. Et vous savez, Nico Gonzalez est un joueur de merde. Et alors que il y avait une balle de but, hein, globalement, hein, parce que bon, ici on est un mois plus tard dans l'idée, là tu la mets à Yildiz et Yildiz il finit tout seul, hein, globalement. Voilà, il va faire de la merde. Et voilà, il va tarder, il va servir Vlahovic beaucoup trop loin, et la passe elle va finir au gardien, alors qu'il pouvait largement la mettre ici. Et voilà, parce que bon, là, Ndika, là, il sort sur lui. Du coup, bah en fait, si tu l'as mis à Yildiz, il y a un contre 1. Enfin, oui, il y a un 2 contre 1 à jouer, donc voilà, c'est ça le problème. Avec Conceição, du coup, je pense qu'on sera beaucoup mieux, parce que lui, même si il fait toujours un peu de mauvais choix, mais vu que dans le rôle qu'il aura cette saison, il sera beaucoup plus amené étonnamment à participer au jeu plutôt qu'à dribbler. C'est quelque chose qui se réservera quand, entre guillemets, dernière solution, ce qui est pas plus mal, parce que du coup, on aura un coup de CSO peut-être moins percutant, mais qui le sera de bonne manière. Ce qui est finalement assez pertinent dans son utilisation. Donc voilà, comment on gâche une occasion pour rien. Ouais. Bon, ça c'est l'agressivité. Voilà, vous voyez ici, du coup, c'est Weah voilà, qui court le piston et chose évidemment qui sera amené avec Cambiasso cette saison à voir. Pardon. C'est voilà, cette agressivité au pressing, etc. Et d'ailleurs, vous voyez que ici on a Weah du coup qui fait la course là, et du coup quelque chose peut-être d'un peu débattable. Je sais pas trop comment penser. Mais on a McKennie qui est juste en bas là, qui du coup fait la course inverse pour couvrir. Sauf que du coup, on se retrouve avec André Ligno qui est ici tout seul. Du coup, on abandonne ce marquage en 1 contre 1, qui aurait pu éventuellement peut-être permis de je sais pas, si admettons le ballon revenait ici, avoir une solution de plus. Mais bon, c'est toujours des trucs sur lesquels travailler, donc voilà, ou peut-être que c'est juste une consigne de base, le fait que du coup quand l'un montre, l'un redescend pour du coup faire le nom, effectivement pour éviter de se prendre un contre et une transition ici, parce que bon, s'il récupère là et qu'il file un ballon dangereux, effectivement ça peut poser problème. Bon voilà, globalement ce qu'il y a à dire sur ça. Ensuite, de nouveau, la taille, notamment avec la défense centrale. Alors, je pensais, honnêtement, quand on devait faire ces vidéos, que perdre Vega était quelque chose, entre guillemets, de problématique, mais en termes de taille. Parce que je le pensais très grand.
Mais au final, en fait, il fait la même taille que Bremer. Donc, on n'aura pas de problème à ce niveau-là pour sauter et récupérer des ballons hauts comme ceci. Voilà. Justement, c'est cet argument de taille voilà, qui me semble quand même important, je vous l'ai dit. Ouais, toujours avec Thuram, du coup, ici, qui se retrouve à pouvoir, en sautant à peine, aller à quoi, 10 cm du sol, là, récupérer des ballons comme ça sur la Roma. Et vous voyez, une certaine asphyxie, du coup, sur eux, même si, voilà, ça, on n'a pas pléthore d'occasions, on a très peu finalement, mais on a une domination peu stérile non plus. Vous voyez, c'est pas voilà, on a le ballon dans les 55 mètres adverses et on a du mal à trouver des solutions. Non, on a quand même cette volonté de repartir vers l'avant le plus vite possible, essayer justement de déconcentrer, décadenasser ce bloc-là, parce que la Roma est une équipe, enfin sous Ranieri, globalement défensive, hein, avec quand même beaucoup de qualité en attaque, mais une très bonne solidité derrière. Et du coup, grâce à ça, Tudor voulait justement, et de toute façon, c'est ce qu'on va devoir faire, vu qu'on va affronter globalement beaucoup de blocs bas. Voilà, on va devoir beaucoup proposer justement ce genre de choses. Et voilà, asphyxier l'adversaire et lui laisser vraiment zéro répit et récupérer le plus de ballons possible. Et c'est justement, oui, encore la taille évidemment, mais voilà, c'est justement magnifié par ceci qui, je pense, est l'une des stats les plus choquantes que j'ai jamais vues de ma vie. Hein. 96e minute, 95% de possession pour nous. Voilà, peut-être on est le Barça de Guardiola à ce moment-là, je sais pas. Mais voilà, bon, c'est surtout que c'est un chiffre qu'on n'a pas fait un mais deux fois, hein, parce que le match contre Lecce, c'est pareil. Voilà, sauf que là, Lecce, on les avait vraiment démontés. Hein, je crois qu'on avait 16 tirs en première période, ou 17, un truc comme ça. Donc voilà. Globalement, je pense que ça, ce sera quelque chose qui sera réitéré. Alors peut-être avec un peu moins de possession dans l'idée, mais vous voyez que cette asphyxie, on l'a remarqué, la Roma, il ne passait pas le milieu de terrain. Et chaque ballon qui avait, la défense se jetait dessus et courait en avant comme des dératés pour récupérer le moins de ballons. Ce qui fait que la Roma n'existait pas hein, pendant ces 20 premières minutes. Ouais, c'est pour ça quelque chose qui m'a vraiment... voilà, devant ma télé, moi j'étais hyper content et j'étais comme les gens de la Roma, je pouvais plus derrière mon écran chez les gens, putain, jamais ils vont récupérer le ballon en fait. Ce qui... Et c'est très bien parce que au moins, comme je viens de vous le montrer, c'est pas 85% de possession de oui, mais voilà, on a notre balle dans notre camp, voilà, on joue en balle, on se fait chier. Non, c'est vraiment on y va à fond et voilà, on propose des solutions et on fait des courses, et on fait des courses, et on fait des courses, et on fait des courses. Voilà. Bon, après, globalement, après, c'est vrai que ça a peut-être une limite en termes de. Parce que bon, ça reste quand même un jeu assez énergivore et c'est quelque chose qu'on a vu sur cette fin de saison qui n'a pas pu être, comment dire, réitéré sur tous les matchs et même sur toutes les mi-temps. C'est-à-dire que voilà, on commençait extrêmement bien, mais les fins de mi-temps étaient beaucoup plus calmes. Et on n'avait jamais le peps quand on revenait de deuxième mi-temps. Et pareil, le jeu était beaucoup plus calme, peut-être trop calme aussi, ce qui fait que c'était problématique parce que du coup on était très fort en deuxième mi-temps, mais il manquait peut-être un peu de carburant pour terminer. C'est pour ça que je pense que à l'avenir la position sera peut-être légèrement plus basse. Si on retrouve des sommets comme ça, je pense que ce sera beaucoup plus en tout début de saison, 2-3 premiers matchs, et que ce sera amené à légèrement baisser. Mais je pense qu'on sera toujours autour de 70%, notamment face à des blocs bas, parce que je pense que tenir 85 sur la durée, et surtout face à des grosses équipes, je pense que ce sera difficilement possible. Là, si on est amené à affronter un City, un Barça, etc. Si le Barça, eux, c'est beaucoup plus un jeu direct et ça leur pose aucun problème de laisser actuellement la balle aux adversaires, hein, parce que bon, ils peuvent procéder en contre. Voilà, c'est vraiment des choses sur lesquelles je suis impatient de voir comment Tudor va travailler. J'ai vraiment hâte d'analyser ça un peu plus tard, parce que c'est vraiment... J'ai hâte de voir justement comment l'équipe va se comporter. Et du coup, alors le premier match ne me donnera pas de réponse. Mais je pense que voilà, faudra attendre, je pense, les 2-3 premiers matchs de Ligue des Champions. Le choc contre l'Inter, je pense que ça ne nous aidera pas sur ça parce que bon, ce sera la troisième journée. Peut-être contre Milan ou l'Atalanta, qui sont 5 ou 6, on aura déjà un peu plus de réponses. Mais ouais, c'est vraiment quelque chose que j'ai hâte de voir sur comment justement on va évoluer avec la position. Est-ce que on peut passer à la suite? Ah, il veut pas. Bref.
Ensuite, bon, toujours les mêmes phases de jeu, hein, si vous voulez. Hein. Là, on est à la 26e, mais ça continue avec toujours du jeu en triangle. Et une connexion entre Kalulu et McKennie toujours aussi bonne, voilà. Même si ici, bon, c'est pas ça qui va être trouvé. Mais du jeu long, voilà, toujours. Parce que au cas où, dans l'idée, il aurait pu passer la passe ici, mais en allant chercher Vlahovic ici, bah tu sautes ces deux joueurs-là et une ligne entière, hein, ici. Ce qui fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, la Roma, et derrière, ils ont plus que 5 joueurs. Certes, nous, que 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est ça. Mais il y a la possibilité de déclencher transition et contre-attaque de manière assez, assez rapide ici. Voilà, et notamment aller chercher du jeu et du décalage vers la gauche. Voilà, enfin, et même je dis ça, mais bon, globalement, Vlahovic il saute. Manu Koné, oui. Ici, voilà, c'est du 3 contre 3. Hein. Donc, la chose évidemment qui sera toujours à travailler et qui sera toujours intéressante à suivre. Et voilà, c'est ici ce que je vous disais. Voilà. Ensuite, là, je pense vous avoir globalement montré ce qui fait la Juve de Tudor. Globalement. Sur ce match-là, du moins. Je pense que là, je vous ai montré assez les bases de son jeu et de sa réflexion footballistique. Et c'est maintenant... Bon, je vais juste vous montrer ce but-là, parce que bon, ça c'est quand même pas mal hein, en termes de combinaison. Et après, je reviendrai un peu beaucoup plus en détail sur les rôles notamment et la manière dont cette équipe va jouer et sa manière beaucoup plus directe et beaucoup plus dans l'axe parce que bon, là on passe beaucoup sur les côtés notamment. Ce but va justement venir d'un centre sur le côté et donc on part effectivement d'une agressivité ici parce que c'est Locatelli justement qui est sur je sais pas si non c'est Shomorodov du coup je sais plus c'est qui est c'est peut-être Pellegrini à côté voilà, donc Locatelli qui tacle et donc c'est Kelly qui récupère, qui est ici. Et Kelly, du coup, va passer à Wea. Wea, pour qui, plutôt que voilà, rejouer sur les gars qui peut être une connerie, va justement profiter du fait qu'on a un œuf assez grand et un peu agile pour aller chercher Vlahovic ici. Voilà, contrôle de la poitrine de Vlahovic, qui va patienter et oui, il y a toujours hein, les courses qui te disent ici. Nico qui reste un peu statique. Mais Locatelli, on sait pas trop, on dirait qu'il demande un peu le ballon dans les mains. Bon, alors que ça pourrait un peu ralentir clairement l'action, mais voilà. Donc, Vlahovic qui du coup a vu McKennie. Et du coup, là, regardez, hein, on est quasiment en 3 contre 3, hein, vous voyez, avec ce ballon récupéré. Et du coup, cette passe-là. Et du coup, on a vraiment voilà, nos deux disques qui se projettent de manière très, très rapide sur les côtés. Avec du coup notre 9 qui a fait le boulot pour se débarrasser de... C'est pas Cristante, c'est l'autre, j'ai oublié son nom. Et du coup, là, on a André Ligno qui lâche le marquage et qui doit du coup aller justement sur McKennie. Et Ndike qui va se retrouver du coup à jouer avec Nico. Donc, McKennie va faire sa course en avant et se débarrasser d'André Ligno. Et toujours, hein, Kalulu qui du coup à la base, voilà, il est ici, hein, au début de l'action, vous le voyez. Il est un peu loin. Il va faire évidemment la course de dératé, hein, vous le voyez ici, avec McKennie qui va le servir. Voilà. Et évidemment, la chose à faire ici, c'est un centre hein, directement quand il va le servir, un centre dans la boîte, hein, voilà. Parce que bon, on va se retrouver avec 5 joueurs dans la surface, ou 4, plus même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 joueurs dans la surface. Bon, McKennie, il est venu aider pour récupérer. Et Kalulu, d'ailleurs, il est tout au fond, là, vous le voyez même pas. Et on va arriver sur reprise de volée de l'extérieur de la surface de Locatelli, qui est prise parfaitement, un rebond qui termine dans le but, ça fait 1-0. Et voilà. Mais vous voyez que, justement, là, je vous ai globalement montré une action type, c'est-à-dire récupération, donc agressivité, jeu en déviation, dédoublement sur le côté et volonté et jeu direct, et voilà, but un peu venu d'ailleurs de Locatelli. Donc finalement, que demande le peuple? Voilà. Pas grand chose de plus.
Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'aboutissement d'une excellente, de la meilleure période, la meilleure première période avec Lecce, sans aucun doute. En termes d'aboutissement, je pense, de foot de cette saison, enfin de la saison dernière. Et voilà, comme j'ai dit, c'est quelque chose qui, malheureusement, en seconde période, on ne voyait pas parce que manque de gaz et d'énergie. Donc voilà. Alors maintenant, on va passer à juste, je vais vous parler rapidement du coup des autres buts. Et justement de cette connexion principale entre Thuram et Yildiz, parce que c'est justement l'axe sur lequel c'est globalement terminé la saison et même la Coupe du Monde des clubs et encore aujourd'hui en match de prépa. Voilà. Parce que bon, alors là c'est le premier but contre Lecce, mais voilà. Maintenant on le sait, quand Khéphren Thuram est touché ici et que vous lui laissez 2 mètres, vous êtes mort. Parce qu'il a tout le temps. Il a tout le temps d'accélérer. En plus, il est très... Enfin voilà, je veux dire, c'est un mec qui tient debout, il est très grand et très physique. Et du coup, il n'a pas peur d'aller au contact et d'aller soit provoquer, soit faire des passes. Hein, parce qu'il a quand même un excellent jeu de passe, hein, qu'on le dise. Et du coup, bon, ici, ce qui sera priorisé... Parce que bon, globalement, là, il pourrait décider de courir tout seul, courir tout seul et aller servir. Chose qui sera faite dans l'action du deuxième but. Mais voilà, mais il a aussi également évidemment le choix d'aller toucher là ou là. Chose du coup qu'il va privilégier avec Vlahovic qui va la remettre ici pour Miners qui a fait l'appel et qui va les finir. Et ça fait 1-0. Voilà. Mais voilà, la phase qu'on va certainement voir multiplier le plus possible et je pense qu'il sera cadenassé par les adversaires, mais du coup qui va devoir forcer Tudor euh, à inventer quelque chose d'autre justement pour contourner ça. Parce que c'est globalement l'axe le plus dangereux qu'on a. Hein. C'est-à-dire passe de Locatelli vers Thuram, Thuram qui accélère, Thuram qui la met à Yildiz qui dribble et qui frappe. Globalement, je pense que beaucoup de nos buts seront marqués comme ça l'année prochaine. Hein. Enfin, cette année, du coup, sans aucun doute. Parce que globalement, c'est juste trop fort. Parce que quand Thuram accélère, c'est juste. Voilà, faut faire faute pour l'arrêter globalement. Hein. Il n'y a pas d'autre choix. Voilà, parce que bon, il a la vitesse d'un train déjà. Et tu tacles lui, tu prends jaune ou rouge derrière. Donc voilà, faut vraiment y réfléchir à 2 fois. Donc voilà, et du coup maintenant, surtout que voilà, vraiment, il s'arrête que quand il peut plus. Que quand vraiment il est à bout de course, ici, voilà, il est entre 3 mecs. Voilà, c'est que là, en plus, il a cette intelligence, Thuram, de faire pile la passe justement à ce moment-là à Yildiz, qui du coup, non, pardon. C'est Vlahovic qui la prend. Oui, c'est Vlahovic, pardon. À faire du coup la passe à Vlahovic qui la remet à Yildiz, et Yildiz qui termine voilà, magnifiquement avec une frappe dans le petit filet opposé. Enfin voilà, que dire de plus sur ça. Encore une fois, ici, hein, voilà, ça c'est le match contre Monza avec une récupération, une balle perdue sur Monza, un contrôle un peu long de... Alors je suis désolé, je sais pas qui c'est. Voilà. Mais voilà, ils disent qu'il se précipite ici. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est il sait très bien que lui, il n'a pas la même capacité théoriquement que Thuram à faire ça. Et du coup, dès que Yildiz prend la balle, petit contrôle derrière ce but, il l'a fait direct à Thuram. Parce que ici, voilà, Thuram, il a personne. Parce que vous voyez, lui qui, le numéro 47 en fait, qui voit Yildiz partir et du coup, Thuram, il n'a pas de vis-à-vis, il n'y a personne sur lui. Du coup, ça lui offre tout le champ des possibles une fois qu'il est là. Et voilà, tu donnes la balle à Thuram là, et voilà, il veut juste accélérer, et passe des pour Colo, et voilà, on la connaît la suite. Voilà, et encore une fois, vous voyez, que au dernier moment, et à chaque fois il a le bon timing pour ça, il la met à Colo, et Colo qui va aller finir. Voilà, que dire de plus? Voilà, encore entre 2 joueurs, voilà, c'est impressionnant. Bref, voilà, et Colo qui va finir derrière. Voilà. Ça, c'est globalement l'axe principal sur lequel je pense Tudor va s'appuyer pour la saison prochaine, qui sera le plus utilisé certainement, et que dès qu'il y aura une micro-occasion de faire ça,
bah ça fera mal. Ça fera peut-être pas but tout le temps, hein, parce que bon, on va bien avoir des attaquants qui ratent au bout d'un moment. Hein, la statistique ne fait pas tout, malheureusement. C'est pas comme Jordi Alba Messi, même si j'aimerais bien que cette connexion soit pareille. Donc voilà. Ça globalement c'est les points les plus positifs. Voilà. Maintenant on va parler des points négatifs, notamment du gros point négatif, à savoir les buts qu'on a encaissés. Parce que globalement, à part contre City en Coupe du Monde des clubs et les Real, on a été très peu mis en danger, entre guillemets. C'est-à-dire que on contrôlait globalement bien les offensives adverses. Je dis globalement bien, il n'y a que le match contre Parme où ça a vraiment été difficile. D'ailleurs, j'ai oublié, enfin, c'est vrai que j'ai été con parce que j'ai oublié de prendre le but qu'on prend où Kelly est au marquage. Mais globalement, nos problèmes, ils sont sur coup de pied arrêté au niveau de la taille et de l'anticipation. On a vraiment du mal sur ça. Et chaque coup de pied encaissé qu'on a contre nous est dangereux. Alors que nous, quand on a un coup de pied arrêté, on sait très bien que ça va être nul à chier et qu'on va faire de la merde. Ce qui fait qu'on devrait nous interdire les corners parce que ça sert à rien. Autant nous donner des touches, hein. Je pense que ce sera mieux. Voilà. Donc ça c'est le but qu'on prend contre la Roma par exemple, avec une tête de... Le 5 c'est Cristante le 5. Non c'est Ndika le 5. Oui voilà. Une tête de Ndika. Et voilà, Shomurodov qui se précipite déjà ici et qui a anticipé la course alors que Kalulu est un peu tactique sur ça. Et même lui, il avait reconnu en interview d'après-match, d'ailleurs, je me souviens après le match contre la Roma, où il disait que voilà, c'était de sa faute et qu'il aurait dû mieux faire anticiper. Surtout qu'il fait un sauvetage exceptionnel en première mi-temps sur Cristante, ce qui est vraiment dommage, parce que du coup, en fait, son seul problème, globalement, c'est sa taille, quoi. Parce que sinon, voilà, en termes de ballon, il est très bon, en termes d'anticipation, il est très bon, en termes de défense, il est très bon. Globalement, voilà, j'ai pas grand chose à lui reprocher à part ça. C'est vraiment un peu dommage qu'il se trouve un peu par moment sur ça. Parce que, voilà, sinon ce serait pas loin d'être le parfait mec à 3. Un peu le Barzagli, si vous voulez, le maillon essentiel de la chaîne. Et sans lui, c'est la merde, un peu. Vous voyez là, c'est encore un problème de marquage, pareil, contre Lecce, où voilà, le mec il se retrouve tout seul à faire une tête ici. Où du coup vous avez des mecs qui marquent personne. Bon, contre ça, bon, c'est sûr il va marquer personne parce qu'il fait 1m60. Donc, voilà. Mais on a ce problème récurrent là et c'est quelque chose. Voilà, j'espère qu'avec Bremer ce sera réglé parce que lui sera, je pense, beaucoup plus tenir la défense qu'un Vega par exemple. Mais on n'est pas à l'abri que on se chie quand même toujours sur ces phases de jeu. Voilà. Et à contrario, nous on n'y arrive pas. Donc il y a vraiment toujours quelque chose à creuser à ce niveau-là. C'est pour ça que les coups de pied arrêtés vont aussi m'intéresser cette saison parce que on était la pire équipe de Serie A, je crois, ex-aequo avec Monza de mémoire. Un truc comme ça, on avait marqué 4 buts sur CPA. Ce qui est peu, hein. Enfin, ce qui est peu, ça pue sa mère. Hein. Bon, après, on va pas comparer Arsenal qui, bon, eux font des fautes et des chabites sur. Voilà, dans la surface. Donc voilà, mais c'est vrai que ça pose quand même encore question aujourd'hui. On verra comment c'était travaillé, donc voilà. Et surtout, on le rappelle, que même en pré-saison, les seuls... Ah mais non, on prend un but quand il y a Bremer en première mi-temps contre je n'ai rien dit. Voilà, bon là c'est pareil, c'est contre la Lazio. Problème aussi de marquage, et c'est... c'est Romagnoli. Non, c'est Cataldi. Non, je sais plus. Trimar 3000 qui marque sur une remise de la tête comme ça. C'est toujours ouais, le problème qu'on a. Donc, voilà. Toujours un problème, évidemment, de marquage. Bref. Maintenant, je vais revenir un peu plus, vite fait, sur la Coupe du Monde des clubs et surtout notre meilleur joueur. Savoir, est-ce que vous connaissez Kenan Yildiz ? Parce que finalement, c'est peut-être le meilleur joueur du monde. Le deuxième meilleur joueur du monde. Parce que Yamin Lamal existe, malheureusement. Et surtout qu'en plus, cette action part de Savona. Mais en fait, j'ai pas pu mettre l'image parce qu'elle était dégueulasse. Donc, voilà. Malheureusement, vous n'aurez pas le droit à ce moment-là. Bon, avec un combinaison affûté, ce circuit sera encore plus redoutable parce que vous rajoutez... Si il est dans sa meilleure forme du monde, théoriquement, le meilleur arrière gaucher droit du monde. Théoriquement, parce qu'il peut absolument tout faire.
Voilà, alors il a peut-être pas il est peut-être pas aussi décisif que McKennie, mais en termes d'apport d'enjeu, je pense qu'il est meilleur encore. Donc voilà, cette capacité à aller là, ce jeu, vraiment ce jeu à 3 peut être vraiment la connexion la plus dévastateur de série, hein, sans aucun doute. Voilà, après, il faut évidemment qu'il soit tout le temps là, qu'il soit pas blessé, etc. Mais il y a vraiment moyen d'enculer des mères, on va pas se mentir avec ça. Parce que bon, là, quand vous avez le 10 qui peut être... Quand il est là aux 25 mètres adverses, qui peut accélérer, se retourner, dribbler, c'est imbattable. Imbattable. Parce que bon, c'est exactement ce qu'il va faire. Ici, voilà, il prend la balle, il accélère tranquillement, il va la passer à Thuram. Thuram qui va lui la remettre délicieusement, voilà. En plus, dans la course ici, et il va marquer, et tranquillement. Voilà. Parce qu'en plus, il fait le dédoublement et l'appel. Voilà, ça fait 1-0. Kenan Yildiz, monsieur. Kenan Yildiz, monsieur, 2 sur un travail de l'éternel Cambiasso ici, voilà, qui fait une course là pour revenir et qui lui passe et qui, lui, il envoie un pétard absolu mouillé dans la lucarne. Voilà, Kenan Yildiz, monsieur. Voilà, et Kenan Yildiz, monsieur, encore, parce que bon, ça doit être la 68e la Coupe du Monde des clubs. Qu'est-ce qu'on en a à foutre quand finalement on a Kolo Muani qui vient ici, qui vient la donner à Yildiz. Yildiz qui va faire voilà, un crochet comme ça et elle est terminée délicieusement comme ça. Voilà, ça fait tripler. Monsieur, vous êtes trop fort. Voilà. Voilà, il y a lui et il y a Lamine Yamal, il y a lui, il y a les autres. Voilà, fin du débat. Monsieur Kenan. Voilà. Également, je voudrais revenir un peu sur David. Parce que je pense que... Et voilà, je vais faire un mea culpa maintenant, parce que je pensais que c'était juste quelqu'un un espèce de très aigué des temps modernes, si vous voulez, mais qu'il n'allait pas apporter plus que ça. Or, je tiens à m'excuser. Pardon, je suis une merde, les menottes, voilà. Parce que je pense que alors, c'est pas le 9 parfait. Loin de là, je pense qu'il y a beaucoup mieux toujours dans le monde. Néanmoins, c'est un 9 très complet. Tu peux faire beaucoup de choses, qui peut très bien participer au jeu. Et surtout, c'est quelqu'un qui a de la confiance. Voilà. Et moi, je ne m'attendais pas à ça. Moi, je pensais que c'était juste un tapineur qui mettait des pénaux. Or, je m'excuse, Jonathan, pardon. Tu es très fort. Parce que sortir un retourné comme ça, même si c'est qu'un amical, excusez-moi, il y a des couilles chez le monsieur. Voilà. Moi, c'est ça qui m'impressionne le plus avec lui, c'est que il a pas peur. Et voilà, justement, en fait, vous mettez la confiance de David avec Vlahovic, Vlahovic redevient le meilleur attaquant de Serie A. Voilà. Sauf que c'est bien le problème. Vlahovic est devenu mort mentalement, ce qui fait que c'est pas ouf. Et le fait qu'il tente des choses comme ça ne me fait dire que du bien. Et je pense qu'il peut du coup largement aller taper la barre des 15-20 buts. Alors peut-être 20 buts c'est beaucoup hein, quand même pour une première saison, mais globalement il est sur cette moyenne là. Alors après la Serie A est un championnat différent par rapport à la Ligue 1. Et bon même cette année vous voyez il n'y avait que 3 mecs à 20 buts, ce qui peut globalement hein. Je crois en Liga c'était 4 ou 5. En Bundes pareil. Voilà. Donc je pense qu'il peut avoir sa carte à jouer. Alors peut-être pas en tant que capo canonniere, parce que bon, chez nous, il n'y a que Ronaldo qui l'a fait. Hein. Ouais, c'est ça, c'est sous Pirlo, donc c'est 2020, donc ça va faire 6 ans. Et avant lui, je ne saurais même pas dire de quand ça date, pour vous dire. Donc voilà, je pense que David aura largement sa carte à jouer, et je pense qu'il... Alors, est-ce qu'il partira tout le temps titulaire? Alors, tant que Kolo Muani ne vient pas, ouais. Mais voilà, on parlait surtout oui, je voulais parler de Mario juste après. Donc bon, je reviendrai sur David juste après, si ça vous dérange pas. Oui, et Joao Mario, vite fait, parce que bon, ce mec est un dératé, et ouais, c'est un fou ce mec, et j'adore ça, parce que vraiment, prendre une balle ici de Gatti, faire un contrôle orienté comme ça, et aller se l'emmener, et offrir un contre, moi, pardon, excuse-moi. Vraiment, je pense qu'il sera beaucoup meilleur et qu'il aura justement cette possibilité de faire ça 2 ou 3 fois par match si on lui laisse l'opportunité, parce qu'il a vraiment une très bonne capacité justement offensive et de projection et de
peut-être pas de dribble, mais il sait très bien orienter son corps et son jeu pour s'offrir ce genre de choses. Ce qui me paraît extrêmement intéressant. Pardon. Et donc, justement, pour revenir à David, et sur cette compo qui sera certainement alignée du coup dimanche, David qui est ici, justement, voilà, tout le monde dit dans les journaux et tout ça qu'il aurait cette possibilité de jouer du coup un cran plus bas à la place de Conceição. Du coup, participer un peu plus au jeu. Alors, je comprends l'idée aussi, mais est-ce que du coup, il serait tout aussi apte parce que évidemment, je vais utiliser enfin, tout de suite, je reviendrai sur le compo après. Enfin, si David, voilà, si vous avez vu globalement sa sitemap, hein, globalement, il est à peu près comme ça en jaune partout. Vous voyez, ouais, il n'est pas à un endroit très spécifique du terrain. Bon, un peu centre ici, mais pardon, c'est normal, c'est près de la surface, donc voilà. Mais voilà, sa capacité à beaucoup descendre, notamment au milieu de terrain, et du coup à aller du coup essayer d'orienter vers Conceição et Yildiz, peut être intéressant. Et du coup, effectivement, en tant que deuxième attaquant, il aurait beaucoup plus cette possibilité, et il aurait un vrai neuf, du coup, et un vrai point qui se situerait par là. Ce serait du coup un peu plus intéressant, parce que bon, Yildiz et Conceição ne sont... Ils disent de pas avoir largement cette qualité de finisseur, contre ça un peu moins. Parce que bon, c'est beaucoup plus un centreur et un mec de 1 contre 1 qui va aller dribbler. Alors qu'avec un colo dans cette zone, par exemple, il y aurait justement cette capacité de jouer entre les deux neufs et avoir des combinaisons intéressantes de remise et de prise de profondeur, ce qui serait assez intéressant. Voilà. C'est pour ça que j'attends vivement que Kolo Muani arrive parce que la connexion entre les deux m'intéresse pas mal. Ah, j'aimerais vraiment voir. Je pense qu'il y aurait vraiment quelque chose d'intéressant à faire sur ça. Voilà. Donc, globalement, si on admet que cette équipe-là sera l'équipe titulaire globale, ça reste quand même un peu faible à 2-3 endroits. Bon, déjà, on a le poste de central gauche, où j'espère que Caval devrait revenir après la trêve. Normalement, bon, je pense qu'il jouera... Le temps qu'il reprenne son niveau, il y aura bien 4-5 matchs. Donc voilà, je ne m'attends pas à ce qu'il soit prêt avant décembre, hein, quasiment, malheureusement. Mais je pense que Cabal en forme serait vraiment une très très bonne option ici. Et je pense qu'il pourrait encore plus apporter que Kelly, parce que vraiment, quand Mota justement le mettait titulaire dans les 2 premiers matchs, on avait vu vraiment quelque chose de très intéressant dans l'animation que Mota avait de sa défense à 3, et lui qui proposait beaucoup d'appels, de décrochage notamment près de la ligne de touche, qui avait une très bonne qualité de passe, de centre et notamment de renversement, ce qui peut être intéressant, ce que Kelly ne fait pas beaucoup. Et ça pourrait être évidemment un très bon atout à ajouter. Il y a, selon moi aussi, entre guillemets, hein, je pense qu'en fait, même si on a 2 bons centrales droits, on n'est pas sur du top niveau, vous voyez. Par exemple, vous mettez, je sais pas, bon, dans l'idée vous aurez mis Huyssen, voilà, j'aurais joui, mais c'est pas le cas. Vous voyez, par exemple, une défense idéale, entre guillemets, hein, à son prime, vous mettez Huyssen ici, Bremer là, et comment il s'appelle, et Léonie à droite. Et là, je pense que on aurait une défense top 5 monde, voire peut-être même top 3, vous voyez. Et là, je serais hyper confiant. Là, en fait, le problème que j'ai, c'est que, en fait, c'est bien, mais j'ai peur que ce soit pas assez pour passer un step supplémentaire, vous voyez. C'est un peu ce qui m'inquiète, ce qui m'inquiète sur ce poste de central droit. Autant central gauche, Cabal est une très bonne acquisition, et de toute façon, je pense que c'est un poste qui sera amené à encore plus évoluer. Alors après, qui prendre, bon, après dans l'idée, ce serait que moi j'irais chercher Bastoni, mais bon. Ouais, je pense que beaucoup ne seraient pas d'accord avec moi, malheureusement, mais bon, évidemment, le rêve ce serait ça. Hein. Vous mettez ou Bastoni ou Huyssen là, et ouais, voilà. Donc moi, ce serait intéressant de savoir, parce que je pense que oui, les postes qui seront amenés à bouger seront
ici, globalement, au prochain mercato, hein, si vous voulez faire rapidement, peut-être également un meilleur choix là. Ouais, je pense que ça, globalement, ce seront les pistes principales pour la prochaine, mais bon, on n'est pas encore là. Parce que bon, Joao Mario, j'aurais quand même. On va attendre de le voir déjà en match officiel. Hein. Bon, il a proposé des choses un peu assez quand même intéressantes hein, en prépa. Maintenant, on attend de voir sur 90 minutes réellement ce qu'il va donner. Pour voir justement qu'est-ce qu'il va beaucoup plus apporter défensivement. Parce que bon, à chaque fois, quasiment qu'il a joué, c'était avec la deuxième équipe. Enfin, l'espèce d'équipe remplaçante. Du coup, c'est difficile encore de se faire un avis. Et sinon, l'autre poste, c'est ici parce que voilà, c'est pareil. Globalement, l'équipe ultime de cette Juve aurait pu être Huysen, Léonie ici et Tonali là. Voilà. Vous mettez ça, je suis à deux doigts de vous dire que on va faire demi de la Ligue des Champions. Je serais prêt à mettre ma bite sur la table, vous voyez. Parce que en fait, vous ferez un step-up monumental plutôt. Et on serait sur du sexe à volonté, hein, parce que vous mettez Tonali en organisateur de jeu, Huysen qui est juste trop fort, et Léonie qui est signé à Liverpool et qui, je pense, va. Euh, et et le successeur de Konaté, c'est sexe et champagne tous les samedis. Malheureusement, c'est pas le cas. Et ouais, ma version idéale et rêvée serait ça. Là, bon, malheureusement, on n'en est pas là. Et le 9, bon, moi je vais avoir confiance. Moi pour l'instant, je vais avoir confiance en David. S'il peut marquer dès premières journées, alors je pense que c'est lui du coup qui tirera les pénaux. Je pense que ça pourrait être pas mal. Ouais, j'aimerais bien, en fait, j'aimerais qu'il s'affirme au moins sur la J1 ou la J2, qui marque son premier but, et que il entre directement un peu dans ce moule de la Serie A, voilà, et qu'il s'intègre le plus rapidement et facilement possible. Je pense que ce sera pas mal. Et puis bon, voilà, après, bon, pas grand chose à dire de plus parce que je pense que, évidemment, le problème sera toujours le banc, hein, parce que bon, quand on a Kostic remplaçant de Komiasso, bon, voilà. Ah, bon, moi, Savona, je suis très content de l'avoir et de savoir qu'il va rester. En 10, c'est pareil, je pense qu'on a de la qualité suffisante, hein, avec merde, Miretti et Adzic. Parce que bon, les deux sont partis pour rester, ce qui me semble assez intéressant. Adzic dans un rôle beaucoup plus successeur de Yildiz et Miretti. Conceição, c'est plus un ailier à la base qu'un 10, donc on verra. Donc on n'a pas un vrai remplaçant à lui, parce qu'il faudrait un vrai ailier. Et si on prend Zegrova, je pense beaucoup plus qu'il sera amené à jouer là. Donc à voir. Mais ouais, un Miretti et un Aziz pour lui dans les petits espaces, ça peut être intéressant. Et un Colomwani et un David devant, c'est de la qualité en plus. Alors c'est pas, je pense qu'on n'est toujours pas sur du premier, enfin du 9 haut de tableau et premier tiers, mais on est sur du second tiers quand même assez intéressant. Voilà. Bon, après, dans l'idée, oui, pareil, vous me demandez le 9 idéal, je vous aurais dit Benzema, jeune, mais ce mec n'existe pas. Donc voilà. Bon, dans l'idée, ce serait Harry Kane, mais voilà. Bref. Bon, ça c'était pour ça, et maintenant on va pouvoir passer au bilan. Le bilan, du coup, j'ai fait ça en termes de points positifs et points négatifs, et de tactique. Donc, là, bon, j'ai déjà parlé de la verticalité, je vais pas en revenir, vous m'avez déjà assez entendu. Voilà, allez, vers l'avant. L'agressivité, pareil, on va pas revenir dessus, du pressing, etc. Essayer de décontenancer l'adversaire, machin. Rien à dire de plus aussi. Football champagne, parce qu'on sait que Tudor, et c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup vu là actuellement. Mais voilà, c'est quand même une régalade hein, quand ça joue bien. Vous reprenez ces 6 premiers mois à Marseille, c'était régalade tous les week-ends, tous les supporters marseillais aux anges, enfin voilà quoi. Donc beaucoup de combinaisons, du jeu direct, que du bonheur. Alors, voilà, des belles combinaisons, des joueurs frissons, c'est ça qu'on veut. Voilà. Et la rapidité, pareil, rien de plus à dire là-dessus. Les points négatifs, cependant, jeu énergivore, parce que, comme je vous l'ai dit, ça prend beaucoup d'énergie, ça pompe beaucoup les organismes, et il faut une très bonne prépa. Il faut espérer peu de blessures, parce que, justement, est-ce qu'on va pouvoir tenir ça toute la saison, surtout qu'on a eu la Coupe du Monde des clubs, du coup la prépa a été un peu décalée et tronquée, entre guillemets, surtout qu'en plus on est, je rappelle, dans une année de Coupe du Monde.
donc on a encore des matchs à la fin, tout ça, c'est qu'il y a des joueurs qui vont quasiment pas arrêter de jouer pendant presque un an. Oui. Par exemple, un Hakimi avec le Maroc, c'est un mec qui va quasiment jouer 2 ans non-stop. Ce qui est absolument fou. Nous, pour l'instant, ça va, on n'est pas encore là. Surtout que, bon, pour l'instant, en termes de trêve international, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui partent. Enfin, pas beaucoup, entre guillemets. Hein. Bon, on a quand même notre meilleur joueur qui est Lys qui part. Après, bon, globalement, je dis ça, en fait, vous reprenez l'équipe type. En fait, qui ne part pas. Kelly. Voilà, en fait, non, j'ai dit de la merde. Tout le monde part, c'est la merde, en fait. J'ai envie de mourir. Tudor pas fiable. Alors, j'ai écrit ça parce que, bah, on sait que, voilà, il a jamais fait plus d'un an dans un club. Donc, là, c'est son opportunité. C'est son année pour justement montrer qu'on peut compter sur lui, que c'est un mec qui sera présent et qui peut amorcer un cycle victorieux. Bien que même moi, et comme beaucoup de vous, il y a effectivement beaucoup de doutes toujours le concernant. Voilà, c'est quelque chose qui sera aussi à surveiller. Voilà. Est-ce que après, ouais. Comment ça va réagir après, je sais pas, deux matchs nuls et une défaite par exemple. Voilà, comment il va réagir, comment le board va réagir aussi. C'est quelque chose qui m'interroge, voilà, que j'espère qu'on n'aura pas à se poser comme question, ou alors si c'est le cas c'est en fin de saison et on est déjà les mains dans le slip, donc voilà. Ensuite, le manque de banc, parce que bon, là, c'est vrai qu'on manque de... Ça manque de qualité, ça manque de joueurs à certains postes. Ah oui, après, d'ailleurs, après, c'est vrai que le saut qualitatif, ici, peut être amené par Coupaniers. Bon, c'est quand même pas Tonali, mais s'il arrive, enfin, voilà, parce que bon, il est arrivé théoriquement que cette année, hein. S'il peut redevenir le joueur qu'il était à l'Atalanta en du coup reprenant ce poste-là, bah ce sera que bénéf pour nous. Bon, je pense qu'il sera jamais aussi fort parce que bon, les piqûres de Gasperini c'était quelque chose. Mais voilà, si au moins il peut être à 70-80%, on fera un très gros step-up au milieu. Parce que bon, lui, c'est vraiment un marathonien, il peut courir 12-13 km par match sans problème. Voilà, il a une très bonne qualité de technique, de finition, de passeur. Donc voilà, on espère juste que des possibilités là. Voilà, donc je reviens ici. Et ouais, manque d'adaptabilité. Alors j'ai mis ça, mais on a. Alors, j'ai Trayon, si je me trompe pas dans le nom, qui est arrivé et qui est un nouveau mec du staff de Tudor qui est là pour, pardon, pour justement travailler sur préparer tactiquement les matchs. Parce que je vous ai parlé du coup du 3-4-1-2 qui n'a changé qu'une fois pour passer en 4-4-2 contre Houdin, mais c'était vraiment parce qu'il y avait trop de blessés et pas assez de joueurs en défense pour. Donc voilà, est-ce que ça peut être un problème, voilà, ou pas? Je l'ai mis quand même dans les points négatifs parce que bon, c'est quand même, ça reste quand même quelqu'un d'assez têtu entre guillemets dans sa tactique. Et donc justement, avoir pris quelqu'un pour l'aider peut lui offrir éventuellement une versatilité et peut-être un changement de système et d'animation qu'on n'avait pas prévu. Peut-être qu'il peut nous surprendre sur ça, sur un ou deux matchs précis. Voilà, et cette possibilité, l'adaptabilité. Pour l'instant, on l'a pas trop vu. C'est pour ça que je le mets en point négatif. Parce que je suis pas sûr de l'avoir encore. Donc voilà, c'est quand même important. Et l'autre, c'est la taille. Voilà, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Parce que je sais pas si ça va fonctionner. Voilà. Je sais pas si on aura des problèmes au niveau de pour les corners et enfin pour les phases de jeu arrêté, etc. Voilà. Bon, du coup, si on devait tracer un vrai bilan, bah cette saison s'annonce quand même assez prometteuse. Voyons la fin de mercato, il reste encore 8 jours. Donc voilà, on verra les arrivées qu'il y aura. Est-ce que O'Reilly du coup va venir au milieu, qui pourra apporter quelque chose d'un peu différent. Voilà. Est-ce que Zegrova va venir aussi? Bon, après Zegrova, j'ai beaucoup plus de doutes parce que, mais surtout niveau blessure, lui, c'est ça vraiment qui m'inquiète. Voilà. Est-ce que c'est un mec qui peut vraiment tenir 40, 50 matchs par saison? J'ai ce doute-là sur lui, mais sinon, bah oui, c'est un putain de joueur, un putain de dribbleur. Et peut-être que lui, du coup,
Alors, est-ce qu'il jouerait piston droit? Ça paraît compliqué quand même, hein. Parce que, je veux dire, le problème ici, c'est que c'est qu'il faut défendre, hein. Donc voilà, il faut faire beaucoup d'allers-retours. Combien sûr, j'ai aucun problème à me dire ça. Lui, je sais pas. C'est pour ça que peut-être beaucoup plus à la place de Sao, mais du coup, on n'a pas réellement d'arrière droit remplaçant, enfin de piston droit remplaçant. Ce qui m'étonnerait. Donc, euh, donc voilà. Mais voilà, j'ai quand même moi confiance. Après, le début de saison sera quand même assez compliqué. On affronte l'Inter, l'Atalanta et Milan en 6 journées, et après c'est la trêve, donc voilà, bon, ce sera quand même difficile de tirer un bilan comme ça, parce que surtout qu'il y a la Ligue des Champions qui va se rajouter, même si je sais plus quand c'est les premiers matchs. Il y a une chance que ce soit. Peut-être c'est avant l'Atalanta. Soit avant l'Atalanta, soit après. Donc c'est soit entre l'Atalanta et le Milan, soit entre l'Atalanta et le match d'avant. Donc voilà, mais bon, après l'année dernière, on a fait une prépa de merde et on a fait 9 matchs sans encaisser de but en Serie A. Il a fallu attendre les croisés de Bremer pour que ça arrive. Là, défensivement, on sera, je pense, moins solide, entre guillemets. Mais offensivement, on sera beaucoup plus tranchant par rapport à l'année dernière, je pense. Dès le début. Bon, même si l'année dernière, on a fait 2 premiers matchs 3-0, et c'est qu'après que ça s'est compliqué. Mais peut-être justement que là, avec le fait que Tudor ait déjà fait justement ses 9 premiers matchs plus la Coupe du Monde des clubs, et fait une prépa, connaissent beaucoup mieux cet effectif, voilà, il y aura peut-être moyen justement de capitaliser sur un bon début de saison. Voilà, éviter de faire comme l'année dernière, beaucoup de matchs nuls, très frustrants, et qui du coup nous ont un peu pénalisés pour la fin de saison et qui nous ont stressés jusqu'à la fin. Voilà. À voir comment du coup tout ça va se dérouler, mais évidemment, voilà, ce qu'on aimerait, ce qu'on voudrait à la fin de la saison, c'est ceci. Voilà, ça reste quelque chose quand même d'envisageable, de pas déconnant, quand on sait qu'il y a 9, il y a tout le top 10 qui a changé en termes de coach de cette saison, hormis Com et Naples. Donc voilà, étant donné que nous on a un peu de stabilité par rapport aux autres et que on sait, voilà, on sait l'importance du coup que ça a d'avoir déjà connaissance de son groupe, que son groupe a connaissance de son coach et de ses idées tactiques. Peut-être du coup en prenant cet avantage cet avantage dès le début de saison, on pourrait faire notre chemin. Alors est-ce que ça suffira pour gagner la Serie A? Je sais pas. Mais quand on sait que globalement actuellement on est sur du 82 points pour gagner, voilà, quand on sait que nous, nos runs pendant le 9 Scudetti d'affilée, on était globalement beaucoup plus sur du 90 qu'autre chose. Bah pourquoi pas justement voilà, être dans cette trouble fête. Voilà, bon, tout le monde met l'Inter et Naples favoris, Naples un peu logique. L'Inter, je comprends un peu moins, étant donné qu'on sait pas du tout qu'est-ce que ça va donner avec Kivu, qui fait sa première vraie expérience. Voilà, avec une équipe qui a pas énormément bougé non plus, mais voilà, qui est toujours aussi vieillissante, qui a pas beaucoup dégraissé ses gros cadres. Bon, on sait que beaucoup vont partir l'année prochaine, mais voilà, l'Inter, je pense que on peut être en avance globalement sur eux. Après, je dis ça, peut-être on va se faire tarter 3-0 à domicile face à eux, je sais pas, mais voilà, on verra, mais le Scudetto n'est clairement pas impossible cette saison. Voilà, je pense que on peut largement être dans ce wagon de tête. On doit l'être même, je pense. Enfin, c'est d'ailleurs ce qu'il a déclaré. Donc voilà, je pense que avec des joueurs motivés, revanchards par rapport à cette saison prochaine, beaucoup plus affûtés et meilleurs aussi, hein, quand on pense à Thuram, quand on pense à Cambiasso, quand on pense à Yildiz, voilà, il y a moyen largement de renaître, enfin, de se réaffirmer sur la scène nationale. Et je pense que ça peut être la bonne saison. Alors je vous dis pas qu'on va gagner forcément le Scudetto, j'en sais rien. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je suis très très confiant, comme l'année dernière, et que je pense que on va être dans la lutte, ça c'est sûr. Pour autant, est-ce qu'on va le gagner? C'est difficile à dire. Bref, en tout cas, ça fait quoi, 1h14 à ce moment. J'espère que voilà, cette longue vidéo, encore une fois, vous aura plu, voilà, que ça a été assez intéressant, que je vous ai apporté le maximum de clés de tactique, de compréhension sur Tudor, sur comment lui va jouer, enfin, sur les bases qu'il a déjà mis en place, sur ce qu'il y a encore à faire, effectivement, hein, voilà, trouver plus de schémas de passe, voilà, des choses aussi basiques que ça. Bon, après, renforcer la qualité, c'est pas tellement lui qui peut
décider de ça, mais voilà, peut-être changer effectivement aussi tactiquement, s'appuyer sur des joueurs qu'on pensait pas forcément qui vont s'imposer à la base. Enfin, voilà, on est à l'abri de rien, donc c'est pour ça que voilà, j'ai hâte de suivre le premier match ce dimanche. Voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je pense que la prochaine vidéo sera du coup pendant la trêve c'est en septembre, hein, je vais vérifier ça. On va vérifier ça tout de suite ensemble. Parce que je crois que c'est après Milan, mais je voudrais pas dire de conneries. Mais de mémoire, ouais, c'est le 21 septembre, un truc comme ça. Ah non, Milan, oui, voilà, ça, 21 septembre. Putain, 21 septembre, on fait comme et Lazio dès qu'on. Voilà, soit la prochaine vidéo aura lieu là, soit pour la prochaine trêve. Donc en octobre. Voilà, je verrai, je suis pas encore sûr. Voilà, s'il y a des choses assez intéressantes à voir ou pas. Bref. Bon, en tout cas, merci encore à vous d'avoir regardé si si vous avez eu le courage, hein, parce que bon, 1h15, faut quand même se faire taper. Et puis, bah voilà, et je suis fou, c'est un peu dommage. Donc voilà, finons à affiner, Forza Juve, et voilà, bonne reprise et bon match dimanche, voilà, on espère la victoire. Allez, ciao!